L'aube n'a pas encore complètement dissipé la fraîcheur de la nuit lorsque Billy Cooder se tient déjà en cuisine, immobile, les yeux rivés sur son carnet. Devant elle, les pages noircies de croquis, de textures et de couleurs racontent l'ambition de ce menu jardin immersif qu'elle porte comme un manifeste. Chaque ligne est pensée pour éveiller les sens, chaque association cherche à provoquer une émotion. Pourtant, derrière cette créativité foisonnante, Billy sent une tension sourde lui nouer l'estomac, comme si son corps avait compris avant son esprit que ce projet allait la mettre face à quelque chose de bien plus violent qu'un simple défi culinaire. Un peu plus loin, Anaïs Grimbert revient de son footing matinal. La respiration encore irrégulière, elle ralentit en apercevant Billy. Elle observe cette silhouette concentrée, presque fragile dans sa détermination, et une culpabilité muette l'envahit. Anaïs sait qu'elle porte une vérité qu'elle n'a pas encore osé formuler. Une vérité qui, une fois prononcée, changera irrémédiablement la manière dont Billy regardera ce projet, et peut-être même l'institut tout entier. Anaïs s'approche, feignant la normalité. Elle parle du menu, de l'échéance, de ces 5 jours qui filent à une vitesse affolante. Elle évoque l'idée de l'expérience culinaire en 4 dimensions, cette volonté d'immerger les clients dans un univers végétal total, où le goût ne serait plus jamais dissocié du toucher, de l'odeur, de la lumière. Billy acquiesce, ajoute quelques remarques techniques, propose déjà des ajustements. Mais Anaïs sent bien que ses propres mots sonnent creux. L'essentiel reste coincé dans sa gorge. Ce silence, Billy finit par le percevoir. Elle connaît Anaïs assez bien pour sentir quand quelque chose cloche. Pourtant, elle n'insiste pas. Elle continue de travailler, comme si se concentrer sur les détails pouvait repousser une menace invisible. C'est alors que Milan passe en coup de vent, lançant presque malgré lui que Billy finira forcément par comprendre ce qui se trame. La phrase tombe, anodine en apparence, mais Anaïs se fige. Elle sait que le temps lui est désormais compté. Quelques heures plus tôt, Anaïs s'est rendue à l'hôtel Jourdain, déterminée à jouer sa dernière carte. Face à Storek, elle a parlé sans détour. Elle a rappelé le passé de Romain Valdine, les accusations, les zones d'ombre, les blessures encore béantes laissées à l'institut. Elle a espéré, un instant, que la morale pèserait plus lourd que la rentabilité. Mais la réponse de Storek a été d'une froideur implacable. Pour lui, la justice a tranché. Valdine n'a jamais été condamné. Cela suffit à laver son nom. Pire encore, Storek a clairement fait comprendre qu'il n'accepterait aucune remise en question de sa décision. Valdine est, à ses yeux, un chef d'une compétence exceptionnelle, un atout stratégique pour l'événement et pour l'image du partenariat. Toute tentative de l'écarter serait interprétée comme une rupture de confiance, avec à la clé des représailles financières lourdes pour l'hôtel et pour l'institut. Anaïs est sortie de cet entretien avec la sensation d'avoir heurté un mur, consciente que le combat qu'elle menait n'était plus seulement éthique, mais profondément politique. Pendant que cette tension se joue en coulisses, l'institut continue pourtant de fonctionner comme si de rien n'était. Les élèves affluent, les cours s'enchaînent, et une certaine excitation parcourt les couloirs à l'idée de la venue d'un nouveau professeur. Hector Jourdain donne son tout premier cours. D'emblée, il impose une approche radicale. Pas de téléphone, pas de minuteur, pas de sonde thermique. Les élèves doivent cuisiner en se fiant uniquement à leurs sens, écouter la cuisson, sentir l'évolution des arômes, goûter sans cesse pour comprendre. Dans l'amphithéâtre, Gaspard, Matteo et Ismaël oscillent entre déstabilisation et fascination. Hector ne hausse jamais la voix, mais son autorité est naturelle. Il parle peu, observe beaucoup, corrige d'un geste précis. Les élèves ressortent de ce cours avec l'impression d'avoir appris quelque chose d'essentiel, presque primitif, sur leur rapport à la cuisine. Pourtant, dès la fin du cours, Hector laisse entrevoir une autre réalité. Il s'éclipse, s'assoit à l'écart sur un banc, sort discrètement un médicament qu'il avale avec difficulté. Son visage se crispe sous la douleur. Quand Clotilde et Ismaël viennent le féliciter, lui assurant que les élèves ont adoré, Hector esquive. À la proposition de Clotilde de prolonger l'expérience au-delà du mois d'essai, il oppose un refus calme mais définitif. Il rend service, rien de plus. Comme s'il savait déjà que son corps ne lui permettra pas de s'engager davantage. Ailleurs dans l'institut, un autre débat se joue, plus léger en apparence, mais révélateur de fractures plus profondes. Thelma Ortega se moque ouvertement de Gary et Léonard, qu'elle juge trop fusionnels avec leurs partenaires. Pour elle, l'amour ne doit jamais être synonyme de compromis excessif. Mais lorsque les garçons lui proposent un jeu pour tester ses critères amoureux, le résultat agit comme un miroir cruel. Les exigences de Thelma sont si élevées qu'elles semblent presque infranchissables. Derrière son assurance, une peur affleure, celle de ne jamais laisser personne s'approcher assez près.
En cuisine, la pression monte d'un cran. Billy a constitué sa brigade, recrutant Pénélope et Tom. Le compte à rebours est lancé, 5 jours pour finaliser un menu ambitieux, cohérent, capable de marquer les esprits. Tout est chronométré, chaque erreur peut être fatale. Billy se jette à corps perdu dans le travail, comme si cette rigueur pouvait lui offrir un semblant de contrôle. C'est alors que Ferdinand débarque, téléphone à la main. Il montre une story publiée par Valdine. Sur les images, le chef se présente comme une victime. Il parle de mois difficiles, d'accusations injustes, de réputation salie. Il se dit blessé, incompris, et remercie implicitement ceux qui continuent de le soutenir. Storek, évidemment, est de cela. Pour Billy, c'est un choc brutal. Voir Valdine occuper l'espace médiatique de cette manière réveille des souvenirs qu'elle s'efforçait d'enfouir. La cuisine se met à tourner autour d'elle. Ce n'est plus seulement une contrainte professionnelle. C'est une nouvelle violence, publique, assumée, qui nie son vécu. Billy comprend alors que le danger n'est pas seulement de travailler avec Valdine, mais de le voir réhabilité aux yeux de tous. Quand Anaïs, enfin, trouve le courage de lui parler, elle ne peut plus édulcorer la réalité. Elle avoue être coincée. Elle explique le chantage de Storek, l'impossibilité de faire remplacer Valdine sans mettre en péril l'Institut. Et puis elle prononce la phrase que Billy redoutait sans l'avoir formulée. Pour l'événement, elles n'ont pas le choix. Elles vont devoir travailler avec lui. Le sol se dérobe sous les pieds de Billy. Ce n'est pas seulement une décision organisationnelle. C'est la confirmation que, face au pouvoir et à l'argent, sa souffrance ne pèse pas lourd. Et au fond d'elle, une question commence à prendre forme, terrifiante. Jusqu'où l'Institut est-il prêt à aller pour préserver ses intérêts? La révélation d'Anaïs continue de résonner dans la tête de Billy Couder bien après que les mots ont été prononcés. Elle reste figée quelques secondes, incapable de répondre, comme si son esprit refusait d'assembler les pièces d'un puzzle pourtant évident. Travailler avec Valdine, collaborer, échanger, créer, faire semblant. L'idée seule lui donne la nausée. Ce n'est pas la peur qui la submerge en premier, mais une forme de vertige moral, cette sensation d'être projetée dans un monde où la logique humaine n'a plus cours. Anaïs tente de garder une posture solide, mais son regard trahit une inquiétude profonde. Elle sait que, pour Billy, cette annonce n'est pas seulement un obstacle professionnel. C'est une blessure qui se rouvre, une cicatrice que l'institution elle-même est en train de gratter sans ménagement. Anaïs voudrait trouver des mots rassurants, promettre qu'elle sera là à chaque instant, mais elle comprend que rien de ce qu'elle dira ne pourra atténuer ce sentiment d'abandon qui commence à s'installer. Billy finit par hocher la tête, mécaniquement. Elle se replonge dans son menu, comme si reprendre le contrôle sur les textures et les saveurs pouvait lui permettre de respirer à nouveau. Pourtant, ses gestes sont plus raides, son regard moins précis. Chaque détail qu'elle corrige lui rappelle que ce projet, censé être une vitrine de son talent, est désormais lié à la présence de celui qui incarne tout ce qu'elle cherche à fuir. Dans un autre espace de l'Institut, la discussion autour de Romain Valdine prend une tournure plus institutionnelle. Anaïs convoque Andrea, Clotilde et Jeanne. Le débat est tendu dès les premières minutes. Andrea ne mâche pas ses mots. Pour elle, Valdine est un agresseur qui n'a jamais été condamné, et cette absence de condamnation judiciaire ne signifie en rien une innocence morale. Elle rappelle que le milieu de la gastronomie protège ces figures emblématiques, que Valdine bénéficie d'un réseau puissant, capable d'étouffer n'importe quelle contestation. Clotilde, plus mesurée, reconnaît la gravité des accusations, mais souligne aussi la pression colossale qui pèse sur l'Institut. L'événement de la fondation est stratégique, presque vital pour l'avenir financier de l'école. Annuler ou modifier l'accord maintenant serait perçu comme un affront par les partenaires. Jeanne, quant à elle, oscille entre indignation et pragmatisme. Elle comprend la colère d'Andrea, mais elle voit aussi le danger d'un bras de fer frontal avec Storek. Anaïs écoute, le visage fermé. Chaque argument la renvoie à son propre dilemme. Protéger Billy, défendre des valeurs, ou préserver l'Institut et ceux qui y travaillent. Elle réalise qu'il n'existe pas de décision juste, seulement des choix aux conséquences douloureuses. À la fin de la réunion, elle annonce qu'elle va prendre la journée pour réfléchir. En réalité, elle sait déjà que cette réflexion ne fera que confirmer l'impasse. Pendant ce temps, Hector Jourdain continue de susciter l'enthousiasme chez les élèves. Les retours sur son cours se multiplient, tout plus positifs les uns que les autres. Gaspard et Matteo, galvanisés, se lancent même le défi de réussir à le convaincre de rester après son mois d'essai. Ils perçoivent en lui un mentor rare, capable de transformer leur rapport à la cuisine. Hector, pourtant, reste inflexible. Derrière son calme apparent, une fatigue profonde se lit dans ses traits.
Chaque compliment semble presque l'agacer, comme s'il refusait de nourrir un espoir qu'il sait ne pas pouvoir satisfaire. À l'opposé de cette tension latente, la situation de Thelma Ortega prend une dimension plus intime. Les remarques de Gary et Léonard continuent de la hanter, même si elle fait mine de les balayer d'un revers de main. Être jugée trop exigeante en amour l'agace profondément, mais une part d'elle reconnaît une vérité dérangeante. Elle repense à ces relations qu'elle n'a jamais laissées s'installer, à ces occasions qu'elle a sabordées avant même qu'elles ne prennent forme. Sous son assurance, un doute s'installe, discret mais persistant. En cuisine, la brigade de Billy s'active. Pénélope et Tom suivent ses directives avec application, mais l'atmosphère est plus lourde qu'à l'accoutumée. Chacun sent que quelque chose ne va pas, sans forcément en connaître la cause. Billy impose un rythme soutenu, presque excessif. Elle s'accroche à la discipline comme à une bouée, refusant de laisser transparaître le chaos qui l'agite intérieurement. C'est à ce moment-là que la story de Valdine refait surface, cette fois relayée par plusieurs téléphones, commentée, partagée. Il s'y présente toujours comme un homme injustement attaqué, brisé par des accusations mensongères. Le soutien affiché de Storek ne fait qu'amplifier le malaise. Pour Billy, voir cette version des faits circuler librement est une violence supplémentaire. Elle comprend que la narration est en train de lui échapper, que l'opinion publique se construit sans elle, contre elle. Lorsqu'Anaïs revient la voir en fin de journée, le verdict est sans appel. Elle ne peut rien changer. Elle a tenté, insisté, argumenté. Mais le rapport de force est trop déséquilibré. Elle annonce clairement que Valdine participera à l'événement, et que la seule marge de manœuvre qu'elles ont encore consiste à encadrer au maximum cette collaboration. Le regard de Billy se durcit. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle encaisse, comme si une part d'elle s'était déjà préparée à ce scénario. Mais au fond, quelque chose se fissure. Elle comprend que ce n'est plus seulement son passé qui la rattrape, mais un système entier qui lui intime de se taire, d'avancer, de produire, malgré tout. Et tandis que la nuit tombe sur l'Institut, une certitude s'impose à Billy. Accepter de travailler avec Valdine ne sera jamais un simple compromis. Ce sera un combat quotidien, silencieux, où chaque geste, chaque décision, aura le goût amer d'une injustice avalée de force. La nuit a laissé derrière elle un silence pesant, et au petit matin, Billy Cooder arrive à l'Institut avec cette sensation étrange de marcher sur un fil. Rien n'a changé en apparence, les couloirs s'animent, les cuisines s'ouvrent, les élèves plaisantent. Pourtant, pour elle, chaque détail semble décalé, presque irréel. La décision est prise, irrévocable, et elle doit désormais avancer dans un décor qui lui rappelle sans cesse ce qu'elle a été contrainte d'accepter. Billy se plonge immédiatement dans le travail. Elle affine les accords, ajuste les textures, corrige les proportions. Son exigence devient presque obsessionnelle. Plus le temps passe, plus elle se persuade que si le menu est parfait, alors peut-être que tout le reste deviendra supportable. Mais au fond, elle sait que ce perfectionnisme est une armure fragile. Chaque minute passée à se concentrer est aussi une minute gagnée contre l'angoisse qui menace de la submerger. Anaïs observe cette agitation silencieuse avec une inquiétude croissante. Elle reconnaît chez Billy ce comportement qu'elle connaît trop bien, celui d'une élève qui se force à tenir debout, coûte que coûte, même quand tout l'intérieur crie de s'arrêter. Anaïs tente d'intervenir par petites touches, propose des pauses, s'assure que la brigade suit, mais Billy refuse toute forme de relâchement. Pour elle, ralentir serait céder. Pendant ce temps, le nom de Romain Valdine continue de circuler partout. Dans les couloirs, sur les téléphones, dans les conversations à voix basse. Sa story a trouvé un écho inattendu. Certains y voient la preuve d'une injustice, d'autres préfèrent détourner le regard, mal à l'aise. Ce qui frappe Billy, c'est surtout la facilité avec laquelle le récit s'impose. En quelques images, Valdine a réussi à se replacer au centre, à capter la compassion, à faire oublier les zones d'ombre. Cette prise de pouvoir symbolique est ce qui la déstabilise le plus. Elle comprend que le combat n'est plus seulement personnel. Il est narratif. Qui raconte l'histoire? Qui est cru? Et surtout, qui a le droit de parler? Billy sent que sa propre voix s'estompe, étouffée par une version plus confortable pour tous ceux qui préfèrent ne pas questionner l'ordre établi. Dans une salle voisine, Hector Jourdain corrige des exercices, concentré, presque coupé du monde. Les élèves continuent de le solliciter, fascinés par sa méthode et par la précision de ses remarques. Hector répond, conseille, encourage, mais toujours avec une distance maîtrisée. Lorsqu'il se retrouve seul, la façade se fissure. Il s'assoit un instant, la main crispée sur son genou, le visage fermé par la douleur. Chaque mouvement semble lui coûter davantage. Clotilde revient à la charge, persuadée qu'Hector pourrait devenir un pilier de l'Institut.
Elle évoque l'enthousiasme des élèves, l'impact positif de ses cours. Hector écoute, puis décline à nouveau, sans agressivité mais sans ambiguïté. Il ne veut pas s'engager. Il ne peut pas. Derrière cette décision se cache une lucidité brutale. Il sait que son état ne lui permettra pas de tenir sur la durée, et il refuse de promettre ce qu'il ne pourra pas offrir. À l'autre bout de l'institut, Thelma Ortega rumine les paroles de Gary et Léonard. Elle continue de plaisanter, de feindre l'indifférence, mais quelque chose a été touché. Leur diagnostic l'a atteinte plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle se surprend à analyser ses propres réactions, à se demander si ces critères sont réellement une force ou une protection excessive. Cette remise en question l'irrite autant qu'elle l'intrigue. En cuisine, la tension monte d'un cran. L'échéance approche, et Billy impose un rythme de plus en plus soutenu. Pénélope et Tom suivent, conscients de l'enjeu, mais aussi inquiets de voir Billy s'enfermer dans une rigidité presque douloureuse. Les échanges deviennent plus secs, les silences plus lourds. Personne n'ose aborder frontalement le sujet de Valdine, mais son absence physique n'empêche pas sa présence mentale d'envahir l'espace. Anaïs finit par s'isoler un moment, cherchant une issue qui n'existe peut-être pas. Elle repense à la réunion avec Andrea, Clotilde et Jeanne, aux arguments échangés, à cette impression persistante d'être coincée dans un engrenage plus grand qu'elle. Elle se demande si protéger l'institut justifie réellement de sacrifier le bien-être de Billy. Mais à chaque fois, la même réalité s'impose, reculer maintenant aurait des conséquences lourdes pour tous. En fin de journée, Billy s'accorde enfin quelques secondes de répit. Elle s'assoit, le regard perdu, consciente que la fatigue n'est plus seulement physique. C'est une lassitude morale, celle de devoir composer avec un monde qui préfère le confort du silence à la complexité de la vérité. Elle réalise que travailler avec Valdine ne sera pas seulement une épreuve ponctuelle, mais un symbole cruel de ce qu'elle représente aux yeux de l'institution, un dommage collatéral. Quand elle se relève, une décision intime commence à se former. Elle ne sait pas encore laquelle, ni comment elle se traduira. Mais une chose est certaine, Billy ne pourra pas rester indéfiniment dans cette position de victime muette. Tôt ou tard, quelque chose devra céder. La pression devient presque palpable au fil des heures, comme si l'institut tout entier retenait son souffle. Billy Cooder avance désormais avec une vigilance constante, attentive aux moindres détails, aux moindres signes qui pourraient trahir une faille. Elle a compris que, dans cette configuration, la moindre erreur serait exploitée, interprétée, retournée contre elle. Ce n'est plus seulement un menu qu'elle défend, mais sa propre légitimité. Lorsqu'elle traverse les couloirs, Billy a parfois l'impression que les regards se détournent ou, au contraire, s'attardent trop longtemps. Certains élèves l'observent avec compassion, d'autres avec une curiosité mal dissimulée. Elle sent que l'histoire de Valdine circule, déformée, édulcorée, parfois même vidée de toute substance. Cette rumeur permanente agit comme un rappel constant. Son vécu est devenu un sujet de discussion, une donnée abstraite, bien loin de la réalité qu'elle porte en elle. Anaïs tente de maintenir un cadre protecteur autour de Billy, mais ses marges de manœuvre se réduisent. Chaque décision doit être pesée, chaque parole mesurée. Elle se surprend à calculer ce qu'elle peut dire, à qui, et dans quelles conditions. Cette autocensure la ronge. Elle, qui a toujours défendu une cuisine engagée, humaine, se retrouve contrainte de composer avec un système qui valorise avant tout l'image et la rentabilité. Dans ce climat tendu, la question de Romain Valdine devient presque omniprésente. Même absent physiquement, il occupe l'espace symbolique. Ses publications continuent de circuler, renforçant son statut de victime incomprise. Certains commencent même à évoquer une « chasse aux sorcières », un terme qui glace Billy. Elle comprend alors que la bascule est en cours. Celui qui était accusé est désormais perçu comme un homme attaqué injustement, tandis qu'elle, sans rien dire, devient presque invisible. Cette inversion des rôles est ce qui la déstabilise le plus. Billy réalise qu'en se taisant, elle laisse le champ libre à un récit qui la nie. Mais parler, s'exposer, c'est aussi risquer de tout perdre. Cette tension intérieure la consume, et elle peine à trouver un équilibre entre se protéger et ne pas disparaître complètement. Pendant ce temps, Hector Jourdain continue d'impressionner par la justesse de son enseignement. Les élèves parlent de lui avec un respect rare, évoquant un professeur qui leur apprend à ressentir avant de produire. Pourtant, ceux qui l'observent de près perçoivent des signes inquiétants. Hector se déplace plus lentement, s'appuie parfois sur le mobilier, comme si chaque pas lui demandait un effort supplémentaire. Lorsque Clotilde insiste à nouveau pour qu'il envisage une collaboration plus longue, Hector coupe court. Il n'élève jamais la voix, mais son refus est sans appel. Il ne veut pas créer d'attente qu'il sait ne pas pouvoir satisfaire.
Cette lucidité, presque brutale, contraste avec l'enthousiasme qu'il suscite. Et derrière ce choix, se dessine l'ombre d'un combat plus intime, que personne n'ose encore nommer. À l'inverse, Thelma Ortega traverse une période de doute silencieux. Les remarques de Gary et Léonard continuent de résonner, et malgré elles, Thelma commence à remettre en question cette image de femme forte et indépendante qu'elle s'est construite. Elle se demande si ces exigences sont réellement le signe d'une maturité émotionnelle, ou simplement une manière d'éviter toute vulnérabilité. Cette introspection la déstabilise. Elle observe les couples autour d'elle, leurs compromis, leurs imperfections, et se surprend à envier cette capacité à accepter l'autre sans conditions idéales. Pour la première fois, Thelma envisage que sa solitude ne soit peut-être pas un choix totalement assumé, mais le résultat d'une peur soigneusement dissimulée. En cuisine, l'équipe de Billy approche d'un point de rupture. Les essais s'enchaînent, les ajustements se multiplient, et la fatigue commence à se faire sentir. Pénélope et Tom tiennent bon, mais sentent que Billy est à bout. Elle refuse toute aide extérieure, toute remise en question de ses choix. Ce contrôle absolu est devenu son dernier rempart face à un environnement qu'elle ne maîtrise plus. Anaïs, consciente du danger, tente une approche plus personnelle. Elle rappelle à Billy qu'elle n'est pas seule, que l'institut ne se résume pas à Storek ni à Valdine. Mais ces mots, bien que sincères, peinent à atteindre leur cible. Billy a déjà intégré l'idée qu'elle devra affronter cette situation avant tout par elle-même. À mesure que la journée s'achève, une certitude s'installe. L'événement à venir ne sera pas seulement une vitrine gastronomique. Il deviendra le théâtre d'un affrontement silencieux, où chaque attitude, chaque regard, chaque décision prendra une dimension politique. Billy le sent confusément. Et au fond d'elle, la peur commence à se transformer en une colère sourde, prête à éclater au moindre faux pas. À mesure que l'échéance se rapproche, l'institut semble fonctionner sous une tension permanente, comme si chaque mur absorbait l'angoisse de ceux qui y travaillent. Billy avance désormais avec une détermination presque mécanique. Elle ne se permet plus aucun relâchement, persuadée que la moindre faiblesse pourrait être interprétée comme une preuve d'incompétence ou, pire encore, comme une justification à tout ce qu'on lui impose. Cette pression constante finit par transformer sa créativité en un exercice de survie. Les journées s'enchaînent sans véritable pause. Billy dort peu, mange à peine, et son esprit reste obsédé par chaque détail du menu. Elle veut que tout soit irréprochable, non par ambition personnelle, mais parce qu'elle sent confusément que la réussite de cet événement sera utilisée comme argument pour faire taire toute contestation. Si le projet fonctionne, certains diront que tout cela n'était pas si grave. Cette idée la révolte autant qu'elle la pousse à continuer. Anaïs, de son côté, tente de jouer les équilibristes. Elle surveille l'avancée du travail, rassure la brigade, et gère en parallèle les conséquences politiques du partenariat. Chaque appel, chaque message venant de l'extérieur lui rappelle que l'institut est observé, évalué, jugé. Elle comprend que Storek attend le moindre faux pas pour rappeler son pouvoir. Cette surveillance diffuse renforce chez elle un sentiment d'étouffement qu'elle peine à dissimuler. La figure de Valdine reste omniprésente, même sans apparition concrète. Son absence physique est presque plus lourde que s'il était déjà là. Billy anticipe malgré elle la confrontation à venir, imaginant chaque interaction possible, chaque regard, chaque parole. Cette anticipation devient un poison lent, qui la prive de toute forme de sérénité. Elle réalise que la véritable violence réside peut-être là, obliger quelqu'un à cohabiter mentalement avec son agresseur en permanence. Dans un registre différent, Hector poursuit ses cours avec la même exigence, mais son état inquiète de plus en plus. Certains élèves commencent à remarquer ses pauses fréquentes, ses silences plus longs, cette fatigue qu'il dissimule derrière une rigueur presque excessive. Hector refuse toute aide, toute discussion à ce sujet. Il s'enferme dans un rôle de professeur exemplaire, comme s'il voulait laisser une trace forte avant de disparaître. Cette attitude, bien que respectable, révèle une urgence silencieuse qui ne passe pas inaperçue. Thelma, quant à elle, traverse une phase de remise en question plus profonde qu'elle ne l'aurait imaginé. Les échanges avec Gary et Léonard continuent de la travailler. Elle se surprend à observer les couples autour d'elle avec un regard nouveau, moins critique, plus interrogatif. Cette évolution la déstabilise. Elle, qui a toujours revendiqué son indépendance, commence à se demander si cette posture n'est pas devenue un refuge confortable pour éviter toute forme de dépendance affective. En cuisine, la fatigue collective devient palpable. Pénélope et Tom donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais sentent que Billy est sur le fil. Ils perçoivent ses silences, ses regards fuyants, ses réactions parfois disproportionnées. Pourtant, personne n'ose la confronter directement.
Tous comprennent que ce projet dépasse largement le cadre d'un simple exercice académique. Anaïs finit par prendre une décision intérieurement lourde. Elle sait qu'elle ne pourra pas protéger Billy de tout, mais elle refuse de la laisser affronter seule ce qui l'attend. Elle commence à réfléchir à des stratégies discrètes, à des moyens de limiter les interactions, de cadrer strictement la collaboration avec Valdine lors de l'événement. Ce n'est pas une solution idéale, mais c'est la seule qui lui semble encore envisageable. À la fin de la journée, alors que l'institut se vide lentement, Billy reste seul en cuisine, observant le résultat des derniers essais. Le menu est presque prêt. Techniquement, tout fonctionne. Esthétiquement, c'est abouti. Mais intérieurement, elle se sent vidée. Elle comprend que, quoi qu'il arrive, ce projet marquera un tournant. Pas seulement dans sa carrière, mais dans sa manière de se positionner face à l'injustice. Dans ce silence retrouvé, une pensée s'impose avec une clarté troublante. Si elle accepte de continuer ainsi, sans rien dire, sans rien revendiquer, elle risque de se perdre elle-même. Et cette perspective, plus que la présence de Valdine, commence à lui faire peur. Le lendemain s'ouvre sur une atmosphère étrangement feutrée, comme si chacun avançait en retenant son souffle. Billy arrive tôt, plus tôt que d'habitude, avec cette impression que le temps s'est resserré autour d'elle. Chaque minute la rapproche de l'événement, et avec lui, de la confrontation qu'elle redoute autant qu'elle anticipe. Elle ne fuit plus l'idée de travailler avec Valdine, elle la regarde en face, lucide, consciente que l'épreuve ne sera pas seulement technique mais profondément intime. Anaïs, de son côté, passe la matinée à multiplier les échanges. Elle cadre, anticipe, verrouille. Tout est organisé pour que la collaboration reste strictement professionnelle, presque clinique. Pas de zone grise, pas d'improvisation. Elle sait pourtant que ce contrôle apparent ne suffira pas à neutraliser la charge émotionnelle de la situation. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord entre chefs, mais d'un traumatisme que l'institution a choisi de reléguer au second plan. Billy ressent ce décalage avec une acuité douloureuse. On lui demande d'être efficace, créative, irréprochable, tout en faisant abstraction de ce qu'elle a vécu. Cette injonction contradictoire agit comme une violence sourde, difficile à nommer mais omniprésente. Elle se surprend à analyser chaque geste, chaque parole, comme si elle devait constamment prouver qu'elle mérite d'être là, malgré tout. Dans les couloirs, les conversations se font plus prudentes. Certains évitent le sujet, d'autres murmurent à voix basse. Cette prudence généralisée donne à Billy l'impression d'évoluer dans un espace aseptisé, où les émotions dérangeantes n'ont pas leur place. Elle comprend alors que le silence collectif est aussi une forme de protection. Mais pour qui? Certainement pas pour elle. Pendant ce temps, Hector continue d'assurer ses cours, fidèle à lui-même. Sa pédagogie impressionne toujours autant, mais ceux qui l'observent attentivement perçoivent que l'effort qu'il fournit est de plus en plus coûteux. Chaque démonstration, chaque déplacement semble lui demander une concentration extrême. Pourtant, il refuse toujours de lever le pied, comme s'il voulait transmettre l'essentiel avant que quelque chose ne l'oblige à s'arrêter. Thelma, quant à elle, traverse une journée étrange, marquée par une introspection qu'elle n'avait pas anticipée. Les remarques de ses amis ont fissuré une certitude qu'elle croyait solide. Elle se rend compte qu'en se montrant trop exigeante, elle garde le contrôle, mais qu'elle se prive aussi de toute surprise, de toute vulnérabilité. Cette prise de conscience ne la rassure pas, elle l'inquiète même. Car accepter de lâcher prise, c'est aussi accepter le risque d'être blessé. En cuisine, la pression atteint son paroxysme. Les derniers ajustements sont effectués, les tests validés. Billy fonctionne désormais en pilote automatique. Ses gestes sont précis, maîtrisés, mais son regard trahit une fatigue émotionnelle profonde. Elle sait que le plus dur n'est pas derrière elle, mais juste devant. Et malgré tout, une détermination nouvelle commence à émerger. Cette détermination n'a rien d'héroïque. Elle n'est pas faite de grands discours ni de révoltes spectaculaires. Elle est plus intime, plus dangereuse aussi. Billy comprend qu'elle ne pourra pas continuer à s'effacer pour préserver l'équilibre d'un système qui la broie. Elle n'a pas encore décidé comme, ni quand, mais elle sait qu'elle ne restera pas silencieuse éternellement. Anaïs perçoit ce changement, sans pouvoir encore le nommer. Elle sent que Billy est arrivé à un point de bascule. Ce constat l'inquiète autant qu'il la soulage. Car si Billy se tait, elle se détruit. Mais si elle parle, les conséquences pourraient être lourdes. L'Institut, une fois encore, se retrouve face à un dilemme qu'il n'a pas su anticiper. À la fin de la journée, alors que le soleil décline, Billy s'arrête un instant, seule, au milieu de la cuisine désormais silencieuse. Elle ferme les yeux, inspire profondément. Elle ne sait pas ce que l'événement lui coûtera, ni ce qu'il révélera. Mais une chose est certaine, ce qu'elle vit dépasse largement le cadre de cette collaboration imposée.
C'est une épreuve qui la force à redéfinir ses limites, sa place, et ce qu'elle est prête à accepter, ou non. La veille de l'événement s'installe comme un temps suspendu, lourd de non-dits et de décisions irréversibles. Billy Cooder traverse l'institut avec une lucidité nouvelle, presque douloureuse. Elle sait désormais que rien ne sera plus jamais comme avant. Ce qu'elle a accepté sous contrainte a fissuré sa confiance dans l'institution, et cette fissure ne pourra pas être colmatée par un simple succès professionnel. En cuisine, le menu est validé. Les derniers tests confirment l'équilibre des saveurs, la cohérence du parcours sensoriel, la promesse d'une expérience marquante. Sur le plan technique, tout est prêt. Pourtant, l'atmosphère reste tendue, comme si chacun pressentait que l'enjeu réel dépasse de loin la réussite de la soirée. Billy perçoit cette tension chez les autres, mais elle n'y répond plus. Elle a cessé de chercher l'approbation. Elle avance, droite, déterminée, consciente que ce calme apparent est le résultat d'une décision intérieure profonde. Anaïs observe ce changement avec une inquiétude mêlée de respect. Elle comprend que Billy n'est plus simplement en train d'endurer la situation, mais qu'elle l'analyse, qu'elle la transforme en quelque chose de plus structurant. Anaïs se rend compte qu'elle a franchi une ligne invisible, celle où l'on cesse d'espérer être protégé par le système, pour envisager de s'en affranchir. Cette prise de conscience est aussi un échec pour elle, chef et responsable, qui n'a pas su empêcher cette violence institutionnelle. La présence imminente de Romain Valdin plane comme une ombre. Même s'il n'est pas encore là, son nom suffit à raviver la colère de Billy. Mais cette colère n'est plus chaotique. Elle est froide, contenue, presque stratégique. Billy comprend qu'elle n'obtiendra aucune justice immédiate. Ni excuse, ni reconnaissance, ni réparation. Ce qu'elle peut encore préserver, en revanche, c'est sa dignité. À l'Institut, certains commencent à s'interroger. Les soutiens affichés à Valdin sur les réseaux, l'enthousiasme forcé autour de l'événement, tout cela crée un malaise diffus. Sans le dire ouvertement, plusieurs comprennent que quelque chose cloche, que le prix payé pour maintenir cette façade est trop élevé. Mais rares sont ceux qui osent aller plus loin. Le silence reste la norme. Hector Jourdain, lui aussi, arrive à un moment charnière. Après un dernier cours salué par les élèves, il s'isole un instant, épuisé. Il sait qu'il a transmis l'essentiel, qu'il a semé quelque chose qui survivra à son passage. Son refus de s'engager davantage prend alors un autre sens. Ce n'est pas une fuite, mais un choix lucide, dicté par la connaissance de ses propres limites. Hector incarne, à sa manière, une autre forme de résistance silencieuse. Thelma Ortega conclut elle aussi cette journée avec une réflexion nouvelle. Elle comprend que ses exigences amoureuses ne sont peut-être pas un défaut, mais qu'elles sont devenues une forteresse trop rigide. En observant Billy, elle saisit la différence entre se protéger et s'effacer. Cette prise de conscience la trouble profondément, mais ouvre aussi une porte qu'elle n'avait jamais envisagée. Quand la nuit tombe, Billy reste seule quelques minutes dans la cuisine. Elle regarde les plats alignés, le fruit de jours de travail intense, et ressent un mélange paradoxal de fierté et de tristesse. Elle sait que cet événement sera un succès. Elle sait aussi qu'il sera utilisé pour justifier des choix qu'elle juge injustes. Cette contradiction ne l'écrase plus. Elle l'éclaire. Billy comprend alors que se taire n'est plus une option durable. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais tôt ou tard, elle parlera. Pas pour provoquer un scandale, ni pour se venger. Mais pour rétablir une vérité que d'autres ont choisi d'ignorer. Cette certitude, nouvelle et puissante, lui permet enfin de respirer. Au bord du gouffre, Billy n'est plus seulement une victime d'un système intouchable. Elle devient une femme consciente de sa valeur, prête à en assumer le prix.